Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Il est l'heure de vous informer, mesdames, messieurs, bienvenue à cette nouvelle session d'information. Donc voici tout de suite la charpente. Le crash de l'avion cargo du type Antonov 72 transportant la logistique présidentielle a bel et bien eu lieu dans les villages KCC. Nous sommes dans la province du Maniema. Aucun survivant parmi les passagers. Et puis, exigeant plus de lumière sur la disparition jeudi 10 octobre de l'avion qui transportait la logistique présidentielle et les membres du personnel du chef de l'État Félix Tshisekedi, les militants de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS ont manifesté ce jeudi 11 octobre 2019 devant les sièges de ce parti. Enfin, les Léopards ont contraint à un nul d'un but partout les Fennecs d'Algérie au terme d'un match amical joué jeudi 10 octobre 2019 à Blida en Algérie dans le cadre des journées FIFA. Encore une fois de plus, bienvenue à toutes et à tous. Comme vous avez suivi au sommaire, le crash de l'avion cargo du type Antonov 72 transportant la logistique présidentielle a bel et bien eu lieu dans les villages KCC dans la province du Maniema. Aucun survivant parmi les passagers. Strine Soulambi Mukenge nous relate les faits. C'est officiel, le crash de l'avion cargo du type Antonov 72 utilisé par la force aérienne de la RDC a bel et bien eu lieu. L'avion est parti l'après-midi du jeudi 10 octobre 2019 de la ville de Goma avec pour destination Kinshasa. Il y avait à son bord environ 10 personnes, dont 3 membres du personnel de sécurité, un des chauffeurs principaux du président de la République Félix Tshisekedi, 4 membres d'équipage militaires et civils. Assurant la logistique présidentielle, l'appareil a perdu tout contact avec le centre de contrôle en vol 59 minutes après son décollage, a annoncé jeudi tard dans la soirée l'autorité de l'aviation civile. L'Antonov 72, avec une autonomie de 6 heures de vol, devrait ainsi atterrir à Kinshasa jeudi 10 octobre à 6h43, mais n'a pas pu achever normalement son vol. Par ailleurs, l'autorité de l'aviation civile a annoncé que des dispositions nécessaires sont en train d'être prises au niveau de l'opérateur pour engager des investigations afin de lucider les conditions de la disparition de cet appareil des radars et d'apporter des précisions sur les conditions du crash probablement déclaré par les responsables aériens. Selon les dernières nouvelles, les conditions météorologiques seraient à la base de ce crash qui a eu lieu dans le village KCC dans la province du Maniema. Aucun survivant parmi les occupants, y compris la voiture blindée du président de la République calcinée, affirment nos sources. Toujours dans le même chapitre, exigeant plus de lumière sur la disparition jeudi 10 octobre de l'avion qui transportait la logistique présidentielle et les membres du personnel du chef de l'État Félix Tshisekedi, les militants de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS ont manifesté ce jeudi 11 octobre 2019 devant le siège de ce parti. La police nationale congolaise a usé des gaz lacrymogènes pour les disperser. Stream Soulambi Mukenge, encore une fois de plus, nous explique. Réagissons émotionnellement au crash de l'Antonov 72 transportant la logistique présidentielle et quelques membres du personnel du chef de l'État Félix Tshisekedi. Les militants de l'UDPS ont manifesté ce vendredi 11 octobre devant le siège de leur parti. Ces militants en furie exigeaient avec menaces et débordements plus de lumière sur le crash. Loin de prendre en compte la position qu'occupe actuellement leur parti dans le pays, ces militants rejettent l'hypothèse de l'accident et privilégient l'idée de l'attentat ou du sabotage. Certains d'entre eux profitent de la situation pour réclamer une fois de plus le divorce entre le Front commun pour le Congo FCC et Cap pour le changement cash, ce qui en principe ne valait pas la peine d'être évoqué à cette circonstance et en cette phase de l'histoire de la RDC. Toujours dans leur réaction épidermique, certains de militants ont
tenté de se rendre au palais du peuple en passant par l'avenue Saint-Louis. La police congolaise s'est déployée et a fait usage de gaz lacrymogène pour les intercepter. Cependant, pour ne pas troubler l'ordre public, Jean-Marc Kabound et Augustin Kabouya, respectivement président intérimaire et secrétaire général de l'UDPS, se sont mobilisés pour apaiser ces combattants et les appeler également à la raison. Tout à fait autre chose, une série d'audiences pour la coopération entre la République démocratique du Congo et ce partenaire se poursuit. Le ministre d'État, ministre de la coopération internationale, intégration régionale et francophonie, Pépin Guillaume Manjolo, a reçu le jeudi 10 octobre 2019, tour à tour, l'ambassadeur de l'Algérie arrivé fin mandat à RDC, puis l'ambassadeur de la République du Corée. L'économie de ces deux audiences, c'est avec Clarisse Bébimouika. L'état de la coopération entre l'Algérie et la RDC était au menu de l'échange qu'a eu ce jeudi 10 octobre le patron de la coopération internationale, intégration régionale et francophonie et l'ambassadeur de l'Algérie à Kinshasa. Outre les secteurs de la formation professionnelle et de l'éducation, Maître Pépin Guillaume Manjolo et le diplomate algérien Djefal Maliedim, arrivé fin mandat, ont constaté qu'il faudrait donner également un coup de pouce, entre autres à l'économie. Après cet échange, l'Algérien s'est livré à la presse en soulignant les bonnes relations qu'entretiennent la RDC et son pays. On a constaté qu'il y a beaucoup de secteurs, pas seulement avant on parlait de la formation et l'éducation, mais avec le ministre on a constaté qu'il faut explorer d'autres secteurs. Comme je vous ai dit, les complémentarités existent entre les économies de la RDC et de l'Algérie. Les patrons de la coopération congolaise ont accordé une autre audience de la journée à l'ambassadeur de la Corée du Sud en RDC, Kim Kyejo. L'agriculture, les échanges commerciaux et les infrastructures sont notamment les secteurs qui intéressent la République de Corée. Son ambassadeur a, à travers cette visite au cabinet du Mineta Manjolo, confirmé la volonté de son pays de continuer à collaborer avec la RDC. Nous avons un grand partenariat, la collaboration est très forte et les échanges commerciaux aussi, s'est exprimé ce diplomate. Avant d'évoquer avec toute fierté la construction du musée national congolais, financé à hauteur de 21 millions de dollars américains parmi les actions concrètes de son pays en République démocratique du Congo. Kim Kyejo a mis l'accent sur la détermination de la Corée du Sud d'œuvrer pour la réussite d'une coopération gagnant-gagnant entre les deux pays. Une réunion interministérielle a vécu à Kinshasa pour tabler sur le prix du cobalt sur le marché, sachant que la République démocratique du Congo est l'un des grands producteurs de cette matière première. Suivez. Une réunion interministérielle a vécu à Kinshasa avec comme point à l'ordre du jour la stabilisation du prix du cobalt sur le marché. Conscient du fait que la République démocratique du Congo est l'un des grands producteurs de cette matière stratégique, le ministre de Mines Willy Kitobo Samsoni qualifie cela des mesures d'urgence à prendre. Il y a des propositions de mesures urgentes que j'avais déposées au niveau du Conseil pour approbation, des mesures urgentes qui nous permettraient de maintenir un peu les cours du prix du cobalt. Ce sont des mesures urgentes à prendre, bien sûr, dans le secteur de l'artisanat minier, puisque c'est un secteur où il y a une réglementation, bien sûr, qu'on trouve à travers le règlement minier et le code minier. Mais le secteur, tel que ça se passe aujourd'hui, il y a trop de fraude, trop de corruption, et ça dérange un peu sur le prix du cobalt. Et donc, nous sommes en train de réfléchir sur ce que nous pouvons faire dans ce secteur de l'artisanat minier. Des choses qu'on vend de l'artisanat qui sont des choses vendues à vil prix. Et donc, nous allons continuer les réflexions et nous allons présenter ça au niveau du Conseil des ministres. Et dès qu'on aura accepté au niveau du Conseil des ministres des mesures que nous avons proposées, je pense qu'on rendra public ce que nous avons pris comme mesures. Tous les services publics intervenant dans le secteur de mines ont pris part à cette réunion. En justice, cette fois-ci, 5 kidnappeurs jugés en procédure de flagrance à la place des évolués à Kinshasa ont été condamnés à la peine capitale. Placide Kesselo nous fait le compte rendu.
Un procès public de 5 kidnappeurs a eu lieu le mercredi 9 octobre 2019 à la place des évolués dans la commune de la Gombe. Ils ont été jugés en procédure de flagrance et ont tous été condamnés à la peine de mort par le tribunal de grande instance de la Gombe. D'après le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa, le général Silvano Kassongo, il était important que ce procès soit public pour apprendre à la population les modes opératoires de ces bandits qui utilisent des voitures à vitres fumées et montées, mettant musique à fond et faisant recours aux femmes comme appât. Quand les potentiels passagers remarquent la présence d'une femme, ils viennent en confiance alors que cette femme est également criminelle, a-t-il expliqué. À part son caractère pédagogique, ce procès avait un caractère dissuasif. C'est aussi un message fort envers les criminels. Il faut qu'ils sachent que la police est à leur trousse, a à ce sujet affirmé le numéro 1 de la police ville de Kinshasa. Au-delà de la condamnation de ces kidnappeurs, la police poursuit ses recherches afin de mettre la main sur d'autres malfaiteurs. Neutraliser les groupes armés présents en Ituri, c'est la préoccupation au centre du programme d'action du gouverneur Jean Bamanissa Saïdi. Encore une fois de plus, Placide Kesselo pour les détails. La sécurité étant le premier pilier de son programme, le gouverneur de la province de l'Ituri, Jean Bamanissa Saïdi, s'engage à éradiquer l'activisme des groupes armés qui opèrent depuis plusieurs années en Ituri. Le numéro 1 de la province a affiché cette volonté de vaincre les ennemis de la paix au cours d'un meeting qu'il a tenu à Bunia le jeudi 10 octobre 2019. Pour le gouverneur Bamanissa, il est fort possible de neutraliser tous les groupes armés présents dans la province. Ainsi, il a appelé ses administrés à se désolidariser des hommes armés et à collaborer avec les services de sécurité. Déterminé, le gouverneur de la province de l'Ituri croit fermement à atteindre cet objectif. Le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kiabula Katoué, dans le but de lutter contre l'insécurité, a initié les opérations d'installation d'éclairage public dans certaines avenues de sa province. Suivez. Incroyable mais vrai, ces enfants jouent au billard à 20 h grâce à l'éclairage public qui vient d'être installé sur l'avenue Basilique dans la commune de Kenya, dans la province du Haut-Katanga, sous l'impulsion de son gouverneur Jacques Kiabula Katoué. Cette action, entamée par le numéro 1 de la province, vise à en finir avec les poches d'obscurité à travers la province. Les habitants de cette avenue saluent l'action du gouverneur Jacques Kiabula Katoué. Tunafurahi sana, tunasema merci, tunamfeliciter Wandani parce que c'est un homme qui écoute la population. Il se souvient de nous. Nous le remercions beaucoup parce qu'il travaille quand même. Il travaille. C'est un homme qui travaille. C'est un travailleur en tout cas. Que Dieu lui prête la vie. Que Dieu lui donne, que Dieu lui fasse grâce, qu'il aille de l'avant. Après l'avenue du marché, l'avenue Basilique est la deuxième de la commune de Kenya à revoir l'éclairage public. Cette initiative du gouverneur Jacques Kiabula a comme but principal en finir avec l'obscurité facilitée jadis par l'absence de la lumière dans certains coins de la province. Les 47 premiers kilomètres de la route Manono-Ankoro-Kitanda viennent d'être réhabilités par la firme Grec 7 grâce à un financement du programme sino-congolais et un contrôle minutieux de l'agence congolaise des grands travaux ACGT. Ce tronçon va de Manono au fleuve Congo à hauteur du port Kajiba. Le chef d'antenne de la CGT, maître d'ouvrage, délégué du ministère des ITPR sur ce projet, a visité cette route le jeudi 10 octobre 2019. Suivez cet élément de nos confrères sur place. Dès la sortie de la cité de Manono pour le village Ankoro, au croisement de cette route avec la route Kimberley, le changement se remarque déjà. De l'avis des usagers de cet axe, la firme chinoise Grec 9 a fait un petit miracle en faisant disparaître les érosions, les crevasses et autres bourbiers qui jalonnaient anciennement cette route, la rendant impraticable. À la place se trouve désormais une bonne route en terre battue, rechargée à la latérite et idéalement compactée. En visite d'inspection sur ce projet ce jeudi 10 octobre, le chef d'antenne de l'agence congolaise des grands travaux au Grand Katanga, maître d'ouvrage délégué du ministère des ITPR sur ce projet, a salué ce résultat. Vous avez constaté avec moi que nous avons roulé pratiquement à 100 à l'heure, 120 à l'heure. C'est une route très bien faite
nous avons noté qu'il y a quelques petits travaux d'assainissement qu'il faut faire pour protéger la route, notamment quelques saignées. Ces 47 premiers kilomètres déjà réhabilités débouchent au fleuve Congo, à hauteur du port Muyumba et son célèbre camp marin. 7 kilomètres plus bas, après que la route ait longé le fleuve, on débouche cette fois sur le port de Kajiba, auquel on accède après la traversée du fleuve. La cité d'Ankoro est à 55 km de là. Le planning des travaux de la firme Crec 9 renseigne que d'ici au mois de décembre, cette section-là sera également réhabilitée. Il ne restera alors plus que les 75 km entre Ankoro et Kitanda qui attendront la prochaine saison sèche. La survie d'une route en terre est liée à l'entretien. Pour ce projet, l'entrepreneur travaillera également à l'entretien pendant un certain temps, rassure ici Floribert Mwamba-Chifumbe. Le contrat qui a été signé avec l'entrepreneur Crec 9 prévoit que non pas seulement on construit la route, mais aussi longtemps qu'on sera encore de ce côté, on continuera à la maintenir jusqu'à ce qu'on arrive à la réceptionner définitivement. Ainsi, peu à peu, tous les territoires de la province du Tanganyika se retrouvent à nouveau accessibles. Terminons ce journal avec une information sportive. Les Léopards de la République démocratique du Congo ont contraint à un nul d'un but partout les Fennecs d'Algérie au terme d'un match amical joué le jeudi 10 octobre 2019 à Blida en Algérie dans le cadre des journées FIFA. Sami Bosongo nous fait le compte rendu. C'était 11 national congolais New Look que le monde entier et les sportifs congolais ont vu se produire hier à Blida en Algérie face aux Fennecs d'Algérie désillusionnés. Ceux-ci ont affiché leur volonté d'en découdre au plus vite avec les Léopards congolais. Ils développent des assauts dès l'entame et marquent à la 6e minute sur une balle mal renvoyée par les portiers congolais Parfait Mandanda. Les buteurs algériens Islam Slimani déchaînent la joie du public très majoritairement acquis à sa cause. Mais c'était sans compter avec la qualité technique et la morale haute des Léopards. Le but égalisateur arrive 20 minutes plus tard, soit à la 26e minute par Cédric Bakambu, qui reprend avec un métier en centre de la gauche vers la droite tiré par Yannick Bolassier. Le jeu reste équilibré jusqu'à la mi-temps et les scores égalitaires. À la reprise, les Algériens multiplient les attaques mais butent contre la défense congolaise qui tient le coup. Les changements opérés dans l'une ou l'autre équipe ne modifient ni la physionomie ni les scores du match. La grande bataille s'est livrée au milieu du terrain et les deux gardiens ont été peu sollicités. Le score final d'un but partout fait le bonheur des Léopards qui ont tenu en échec les Fennecs d'Algérie sur leurs propres installations, recréant la confiance entre eux et le public congolais trop exigeant en termes de résultats. C'est le dimanche 13 octobre que les Léopards A vont livrer leur deuxième rencontre test de l'ère Christian Sengui face aux éléphants de la Côte d'Ivoire à Amiens en France. Ce journal touche à sa fin. Mesdames, Messieurs, avant de vous quitter, voici les rappels des principaux titres. Le crash de l'avion cargo du type Antonov 72 transportant la logistique présidentielle a bel et bien eu lieu dans le village KCC, nous sommes dans la province du Maniema. Aucun survivant parmi les passagers. Et puis, exigeant plus de lumière sur la disparition jeudi 10 octobre de l'avion qui transportait la logistique présidentielle et les membres du personnel du chef de l'État Félix Tshisekedi, les militants de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS ont manifesté ce jeudi 11 octobre 2019 devant les sièges de ce parti. Enfin, les Léopards ont contraint à un nul d'un but partout les Fennecs d'Algérie au terme d'un match amical joué jeudi 10 octobre 2019 à Blida en Algérie dans le cadre des journées FIFA. Tout le plaisir a été pour nous de vous informer. Merci de nous avoir suivis. Restez fidèles au programme de BSC Télévision car les actualités sont en continu. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue mesdames et messieurs à cette revue de presse de médias en ligne sélectionnée pour vous sur BSC TV. Ensemble, découvrons ce que nous proposent ces différents médias. Forumdesas.org indique, lors de son échange avec le chef de l'État à Bukavu, Monseigneur François-Xavier Maroy,
L'Église et l'État travaillent pour le bien d'une même population. Lors de l'audience que le président de la République a accordée à Monseigneur François-Xavier Maroy, archevêque de Bukavu, le prélat a rassuré son hôte. L'Église n'a pas à faire la guerre contre l'État. Au contraire, l'Église et l'État travaillent pour le bien d'une même population. Nous devons savoir ce qu'il faut nous dire quand nous sommes entre nous pour le bien de la population. Au cours d'un entretien de plus d'une demi-heure, l'archevêque de Bukavu a abordé avec le chef de l'État plusieurs questions d'actualité à l'est de la RD Congo, dont notamment l'effectivité de la gratuité de l'enseignement de base, les soins de santé des militaires et policiers à l'hôpital général de Bukavu. Quittons forum des as.cd pour retrouver actualité.cd qui souligne les CLC accusent l'UDPS d'être contre les chefs de l'État qui combat la corruption et défend la liberté. Le coordonnateur du comité laïque de coordination, le professeur Isidore Ndayouel Nziem, a réagi aux propos tenus par le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, qui a remis en cause la capacité de mobilisation de cette structure de l'Église catholique. Je refuse de croire que l'UDPS puisse être contre les chefs de l'État qui combat la corruption et défend la liberté. Je suis convaincu qu'il s'agit d'un simple malentendu, mais nous ne sommes en concurrence avec personne. Nous invitons les membres de l'UDPS à se joindre à nous, mais restons modestes car personne n'a le monopole de la mobilisation. Nous avons tous les souvenirs d'une soi-disant grande mobilisation qui, en son temps, n'avait pas permis au président du parti de sortir de sa Jeep pour se joindre à la marche prévue parce qu'il n'y avait pas assez de participants, a déclaré actualité.cd Isidore Ndayouel. Lentement mais sûrement, nous tendons vers la fin de cette revue de presse qui va se clôturer avec Okapi.net qui note « Le gouvernement marocain accorde 80 bourses d'études aux Congolais ». L'ambassadeur du Maroc en RDC, Agassim Rachid, a procédé mercredi 9 octobre à Kinshasa à la remise des notifications des bourses d'études à 80 jeunes diplômés d'État congolais. Ces derniers vont étudier dans les universités marocaines pour l'année académique 2019-2020. C'est ici que s'achève cette revue de presse. Merci pour votre attention soutenue. Rendez-vous au prochain numéro.